Donc merci de vous être déplacés, merci à chacun, merci aussi à Sophie qui a organisé cette conférence avec les jardins partagés. Et puis merci aussi à l'équipe de Laudato-Si qui m'a proposé de présenter cette conférence dans un mois. On va la redonner dans un lycée. Voilà. Et puis bon, une petite présentation parce que peut-être tout le monde ne me connaît pas. Donc Edith Le Tanner. J'ai un premier parcours dans l'audiovisuel. J'ai fait une école de réalisation audiovisuelle et j'ai travaillé 10 ans dans ce secteur-là. Et puis mariée avec 3 enfants, dont une aînée qui avait un petit handicap mental et surtout des troubles du comportement, font que j'ai abandonné ce métier qui était quand même un métier de saltimbanque. Je me suis reformée à l'horticulture, je me suis installée, j'étais horticultrice une dizaine d'années. J'ai travaillé aussi en ESAT, en milieu protégé, avec des personnes porteuses de handicap. D'abord dans l'entretien de jardin, ensuite comme responsable de serre. Voilà. Et puis après 20 ans dans tout ce qui est secteur du jardin, domaine horticole, je me suis dit que j'avais quand même peut-être des choses à communiquer, à partager. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, je donne des formations sur les jardins et puis j'essaye de faire des conférences voilà, pour essayer de faire mieux comprendre le sol et tout ce qui tourne autour. Voilà, donc on va commencer dans une forêt du Poitou-Charentes, donc ça pourrait être près de chez nous. Un champignon émet une racine. Voilà, donc c'était une relation un peu intéressée puisque l'arbre, avec la photosynthèse, fabrique du sucre. Le champignon, lui, ne peut pas fabriquer du sucre, donc il est nourri par l'arbre et en échange, le champignon va dans le sol chercher tous les micronutriments, l'eau, tout ce qui peut servir à l'arbre. Voilà. Alors, entre parenthèses, relations intéressées, mais peut-être que les relations durables, puisqu'on parle du durable, finalement, qu'elles soient amicales ou amoureuses, toutes les relations qui durent, souvent, ont besoin d'être ces relations donnant-donnant. Et si c'est tout l'un qui donne et tout l'autre qui reçoit, c'est pas forcément une relation très saine. Donc, pour en revenir à notre conférence, donc, la relation du champignon et de la racine, c'est une relation très fusionnelle. Et donc, on voit là tous les mycorhizes qui entourent la racine. Et un jour, donc, dans cette forêt, eh bien, les hommes sont venus. Ils ont tout coupé, tout brûlé, pour labourer et semer. Et voilà notre pauvre petit champignon condamné à chercher un autre endroit à la recherche de nouveaux partenaires. Alors voilà, il pense avoir trouvé son paradis. Mais les hommes craignent les feux de forêt. Et ça, ce sont les consignes que l'on donne pour maintenir une forêt propre, voilà, pour qu'elle soit... quand il y a des feux, en fait, on se rend compte que souvent ce sont les broussailles, les petits arbustes qui propagent le feu. Donc, le mieux, c'est de nettoyer la forêt pour éviter que toutes ces broussailles prennent feu. Mais par contre, l'inconvénient, eh ben voilà, le jour où il y a une grosse canicule, eh ben on s'aperçoit que les arbres meurent peu à peu. Et donc, notre petit champignon, le voilà reparti. Ah là, il a enfin trouvé la belle forêt telle qu'il les aime, les vieux arbres. Mais les hommes ont besoin de bois pour se chauffer, pour construire. Et donc, coupe rase avant replantation de jeunes arbres. Et voilà de nouveau notre petit champignon reparti. Et là, vraiment, il est complètement désespéré. Il ne sait plus quoi faire. Alors, pourquoi je vous ai raconté cette petite histoire ? C'est pour couper court aux idées reçues. Voilà. Et comment, en fait, notre agriculture pourrait cohabiter avec la forêt. Alors, vous avez sans doute appris comme moi que l'agriculture est née à l'époque du néolithique. Enfin, moi, c'est ce que j'ai appris à l'école, en tous les cas. On se rend compte aujourd'hui que ce n'était pas tout à fait exact, puisqu'en fait, on voit que dans les forêts que l'on pensait vierges, il y a des concentrations de plantes comestibles. Et du coup, on réalise... Bonsoir, Isabelle. Voilà. Et du coup, on sait aujourd'hui qu'en fait,
il y avait des peuplades qui déjà cultivaient les plantes comestibles, mais plutôt sous les arbres. Et donc, en fait, ce qui est né, l'agriculture qui est née dans le croissant fertile, c'est l'agriculture du labour. On a inventé la charrue et à partir du néolithique, on a commencé à labourer les sols. L'idée est venue dans les steppes de l'Iran, puisqu'il y avait donc à perte de vue des grandes steppes dans lesquelles poussaient des céréales. Il y avait c'était brouté par des bœufs sauvages, par des chevaux. Et donc les hommes ont commencé à cultiver le céréal. Ils ont apprivoisé les bœufs, ils ont apprivoisé les chevaux, et ça a permis de nourrir une très grande population. Voilà. Et du coup, comme ça marchait bien, eh bien, ils ont dit on va continuer comme ça. Et là où il y avait des forêts, ils ont commencé à abattre les arbres et ils ont brûlé pour pouvoir cultiver les céréales et continuer à faire de l'élevage d'herbivores. Voilà. Le problème de tout ça, eh ben, c'est qu'à force de couper les forêts, de labourer les sols, de détruire la faune et la flore, et de laisser les terres à nu, eh bien, on finit par créer des déserts. Voilà. C'est une phrase qu'on pense être de Chateaubriand. Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent. Voilà. Il faut savoir qu'au pied des pyramides, il y a 4000 ans, maintenant on le sait, il y avait des fleuves. Dans le Sahara, il y a 7000 ans, c'était tout vert. On a fait des fouilles, on retrouve des traces de peuples qui ont vécu dans le Sahara il y a 7000 ans et qui prouvent que voilà, le désert était très très verdoyant, il y avait des animaux partout. L'Irak et l'Iran, actuellement, voilà, sont les paysages que l'on trouve dans ces pays. Or, c'est ce qu'on appelle quand même le croissant fertile, donc à une époque, c'était fertile. Et aujourd'hui, voilà, on craint vraiment les problèmes d'eau potable. On pense qu'on va manquer d'eau donc d'ici 2040, c'est quoi? C'est dans 15 ans. Et si l'on regarde bien cette carte, en fait, on s'aperçoit que la zone où l'eau potable va faire le plus défaut, eh bien, c'est dans la partie rouge foncé qui est le pourtour méditerranéen. Et ça correspond exactement aux zones où l'agriculture du néolithique s'est développée. Voilà, et toutes ces zones-là, on les voit bien sur les cartes de Google Earth, ce sont des zones marron où il n'y a plus d'arbres. Alors quel est le rapport avec notre champignon? C'est parce qu'en fait, plus de 80%, je dirais même 90% des plantes terrestres vivent en symbiose avec des champignons mycorhiziens. Et en labourant les sols, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on laboure les sols? Parce que en labourant, en fait, ça développe les bactéries du sol qui minéralisent la matière organique et ça fertilise les sols. Cette oxygénation fertilise les sols. Et en plus, comme aujourd'hui, on a une alimentation qui est beaucoup à base de plantes annuelles. Il faut savoir que les plantes annuelles ont un parcours de vie très court. Hein. En général, entre le semis et la récolte, il faut 4-6 mois. Voilà. Donc, il faut que les plantes s'enracinent très vite. Il faut une terre très meuble pour cela. Et donc, voilà, on a pris l'habitude pour cela de labourer. Le problème du labour, eh bien, c'est qu'à terme, il n'y a plus de champignons dans les sols. Puisque les champignons, ce sont tous ces filaments qui se développent dans le sol. Et donc, s'il n'y a plus de champignons, eh bien, il n'y a plus cette mycorhize, ce mariage entre la racine et les champignons. Et on voit bien, là, comment une plante qui est mycorhizée vit en pleine bonne santé, alors que... Bonsoir. Alors qu'une plante, voilà, qui n'a pas de système de mycorhize, eh bien, très vite, elle devient chétive. Alors, comment on a solutionné le problème? Eh bien, on s'est dit, c'est pas grave, on va nourrir nos plantes avec des engrais chimiques. Et puis, eh bien, si elles sont malades, eh bien, on va les soigner, on a des produits phytosanitaires. Voilà. Mais le problème, c'est que ça fait un petit peu comme des enfants
que l'on nourrit avec du sucre et de la malbouffe, eh bien ça fait des enfants qui prennent du volume et puis qui ne sont pas forcément en très bonne santé. Donc nos plantes aujourd'hui, eh ben, elles ne sont pas en très très bonne santé. Voilà. Et du coup, on peut prendre ça un petit peu avec humour. Les produits phytosanitaires, l'homme qui dit « à tout à l'heure, je vais traiter », la dame qui lui dit « tu te laveras bien les mains avant de passer à table ». Moi, en tant qu'horticultrice, j'ai dû faire une formation qui s'appelait le Certifito, donc 3 jours de formation. Pendant ces 3 jours, on vous explique que les produits phyto, c'est très dangereux, comment il faut vous habiller en cosmonaute comme ça pour vous protéger. Voilà. Et puis pendant 10 minutes, on vous parle des alternatives possibles, mais surtout rien à voir de ce côté-là, parce qu'ils ont tout intérêt quand même à vous vendre leurs produits, donc c'est plus intéressant de vous apprendre comment vous protéger. Après, si vous mangez les aliments qui ont été qui ont vécu sous les pesticides, voilà, ça c'est un autre problème. Ça. Et puis, alors, le second problème du labour, en fait, dont on ne parle pas beaucoup, c'est les problèmes d'érosion. En fait, le sol qui n'a plus de structure, c'est un sol qui s'érode, avec les tracteurs aussi qui sont lourds, qui compactent le sol, eh bien ça fait des sols qui ne retiennent plus l'eau. Au moindre pluie, eh bien cette terre qui se délite finit dans les rivières, des rivières remplies de boue. Voilà. Et s'il y a trop d'eau, eh bien ça finit dans les villes. Voilà. Et après, à la radio, à la télévision, on vous dit que c'est la faute du réchauffement climatique. Eh bien moi, je trouve que le réchauffement climatique, il a bon dos. Voilà. Parce que c'est quoi un sol vivant? Un sol vivant, mais c'est tout ça. C'est un sol dans lequel il y a des nématodes, des lombriques, des algues, des bactéries, des champignons, voilà. Et si on brasse tout ça, eh bien c'est un peu comme si un bulldozer passait sur votre maison. Peut-être que vous allez survivre une fois, vous reconstruirez votre maison, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, au bout d'un moment, vous serez mort. Et il n'y aura plus rien. Voilà. Eh bien c'est ce qui se passe dans nos terres. Voilà la différence entre un sol vivant dans lequel il y a toute cette vie, et un sol mort, voilà, qui a été minéralisé. Et à force d'être minéralisé, vous n'avez plus que du sable, des cailloux. Voilà. Et donc, il est urgent d'arrêter de labourer nos sols. Alors là, c'est une méthode qu'on commence un petit peu à mettre au point. Ça s'appelle le semis sous couvert. Le semis sous couvert, en fait, c'est la méthode fait qu'entre deux cultures, on va planter une culture qui sera là juste pour aérer le sol, pour l'alimenter. Et puis, cette culture, elle va être écrasée et on va passer ensuite à un semis qui va juste faire un petit sillon dans le sol, semer les graines, et les graines vont être protégées par ce couvert qui va petit à petit se dégrader. Alors, c'est malheureusement peu connu encore. Souvent, en plus, comme on a des sols qui sont tellement dégradés, qui ne sont pas assez riches en matière organique, il faut des fois plusieurs années pour que cette méthode soit vraiment efficace. Donc il faudrait qu'elle soit plus entourée, qu'on ait plus d'agronomes qui soient formés à ces méthodes-là. Et ce n'est pas encore le cas, mais bon, il faut être optimiste, ça viendra. Et donc il y a beaucoup d'agronomes qui se sont penchés sur la question. Et en fait, ils ont mis cette initiative en place, 4 pour 1000, parce que on se rend compte de nos sols, depuis la dernière guerre mondiale, ils ont perdu à peu près 50% de leur matière organique. Et encore aujourd'hui, ils en perdent à peu près 1 à 2% par an. Et en fait, donc ces sols qui sont minéralisés, qui ont perdu leur matière organique, que l'on oxygène tous les ans, ils émettent du CO2 en fait. Ils libèrent le CO2 du sol. À l'inverse, si on laisse un sol vivant, un sol dans lequel il y a des champignons, c'est un sol qui, lui, au contraire, va absorber du CO2. Donc, si on arrivait à inverser la tendance, au lieu d'émettre du CO2, si on arrivait à avoir des sols vivants dans lesquels on arrive à redonner 0,4%, 1 pour 1000, c'est ça, c'est 0,4% de matière organique à nos sols,
nos sols seraient tout à fait capables d'absorber tout le CO2 que la planète émet, enfin que nous émettons chaque année. Voilà. Et là aussi, ça a été peu communiqué. Exemple de l'Espagne. Pourquoi je vous parle de l'Espagne? Parce que, en fait, j'ai lu un jour sur Internet cette phrase. Près de 75% du territoire espagnol est aujourd'hui en voie de désertification en raison du réchauffement climatique. Cette situation met en péril le secteur agricole, pilier de l'économie espagnole. Et quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, mais elle est complètement à l'envers, cette phrase. En fait, il faudrait plutôt dire l'économie espagnole crée le réchauffement climatique et c'est la raison qui met en péril le territoire espagnol. Parce que, en fait, voilà ce qui se passe en Espagne. En fait, dans tout le sud de l'Espagne, ils ont coupé les arbres et il y a des tunnels, des serres comme ça à perte de vue. Et alors, en fait, quel est le phénomène qui fait que ça désertifie et que ça crée du réchauffement climatique? Et on peut l'expliquer, et ce sont en fait ces deux chercheurs russes, Victor et Anastasia, qui ont en fait démontré le principe de la pompe biotique, que je vais vous expliquer. Alors, le principe, c'est qu'en fait, une plante, enfin, contrairement à nous les humains, nous, quand on consomme du sucre, on se réchauffe. La plante, c'est l'inverse. Elle fabrique du sucre. Et en fabriquant du sucre, la feuille se refroidit. Et quand la feuille se refroidit, c'est un peu le même principe en fait en hiver. Vous pouvez remarquer, si vos vitres sont froides, elles vont être remplies de gouttelettes d'eau. C'est parce qu'en fait, les parties froides attirent l'humidité. Donc, une feuille qui est froide va attirer l'humidité de l'air. Alors, à l'échelle d'une plante, bon, ça ne fait pas beaucoup de différence. Mais quand vous avez toute une forêt qui est froide comme ça, eh bien, la forêt va attirer l'humidité de l'océan. Ça va créer des mouvements d'air, des vents. Et ces vents vont entraîner les nuages vers l'intérieur des terres. À l'inverse, si vous coupez tous les arbres comme ils ont fait au sud de l'Espagne, la terre se réchauffe, elle est plus chaude que l'océan, l'humidité va être attirée par l'océan et du coup il va pleuvoir au-dessus de l'océan au lieu de pleuvoir à l'intérieur des terres. Et du coup c'est comme ça qu'on crée des déserts. Voilà. Pourquoi il est important aussi de ne pas forcément couper la végétation? Souvent on est tenté quand on voit de l'huilière pousser sous nos arbres. On se dit, oh là là, ils vont abîmer l'arbre, il faut absolument l'enlever. Or, en fait, ce lierre qui a ses feuilles froides va protéger l'arbre, puisqu'il va y avoir un mouvement de transpiration des feuilles. Et cette eau, au lieu de partir vers l'extérieur, va revenir vers l'arbre et va le maintenir dans une certaine humidité, surtout en été. Les plantes transpirent. Alors, on n'était pas très au clair jusque-là. Pourquoi les plantes transpiraient? On a dit que c'était pour refroidir les feuilles, mais en fait non. Le principe qui refroidit les feuilles, c'est le principe de la photosynthèse, de la fabrication des sucres. Et peut-être que la plante transpire, peut-être justement parce qu'elle est normalement dans son milieu originaire, elle est faite pour vivre en multi-étages. Et donc, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, par exemple, dans une plantation où il y aurait peut-être 200 mm d'eau de pluie qui va tomber, en fait, cette eau, elle va tomber, elle va partir dans le sol, elle va être absorbée par les plantes, ces plantes vont transpirer. La végétation du dessus, qui a un feuillage froid, va absorber cette humidité, l'humidité va se condenser et hop, ça va retomber au sol. Et il y a un circuit comme ça qui peut se faire, pas indéfiniment, mais on a calculé quand même que sur 200 mm d'eau de pluie, il peut y avoir encore 100 mm d'eau qui va recirculer en circuit fermé
à l'intérieur des plantes. Et on observe comme ça dans des grandes forêts comme l'Amazonie, on voit ça aussi en Asie, dans les grandes forêts d'Afrique aussi, des rivières flottantes qui sont en fait le résultat de toute cette eau qui est brassée par les plantes, qui circule à l'intérieur des plantes. Alors il y a un autre phénomène qui peut aider à faire pleuvoir. Il a été mis un peu en évidence par cette chercheuse du CNRS, Cindy Morris, et puis aidée de Pierre Amato. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert qu'il y avait une bactérie qui pouvait aider à déclencher la pluie. Alors cette bactérie, elle a un nom un peu compliqué, Pseudomonas syringae. En quoi elle peut aider la pluie? En fait, les nuages, ce sont des petites gouttes d'eau, mais qui sont trop légères pour tomber en pluie. Pour qu'il pleuve, il faut que ces nuages se transforment en glace. Enfin, l'eau des nuages se transforme en glace, soit assez lourde pour retomber. Et on dit que l'eau gèle à 0 degré, mais en fait, notre eau, elle n'est pas pure. L'eau du robinet, l'eau que nous avons chez nous, elle traverse la terre, elle est pleine de bactéries, d'impuretés qui font que l'eau chez nous gèle à 0 degré, mais dans les nuages, des fois, l'eau est beaucoup plus pure et il va falloir des températures beaucoup plus faibles, voire jusqu'à moins 40 degrés, pour que cette congélation, cette glaciation de l'eau des nuages puisse se faire. Et donc, pour cela, ils se sont rendus compte qu'il y a une bactérie et que cette bactérie, elle permet à l'eau des nuages de glacer à des températures beaucoup plus proches du zéro. Et c'est cette même bactérie en fait, qu'on utilise dans les canons à neige dans les montagnes. Et cette bactérie, elle vit où? Eh bien, elle vit à la surface des plantes. Donc plus il y a de plantes, plus cette bactérie peut se multiplier et nous aider à faire tomber la pluie et des nuages. Alors, on va repartir maintenant dans la forêt, puisque c'est quand même le thème de la conférence. Et on va expliquer le problème du nettoyage des forêts. Voilà, on avait expliqué que pour parer au problème de feu, d'incendie, voilà, et on a pris l'habitude d'éliminer tout ce qui est broussailles, tout ce qui est arbuste, et on aime bien que nos forêts soient bien propres, bien nettoyées. Mais le problème, c'est qu'effectivement, on constate que pendant les grosses canicules, nos arbres meurent. Alors, il y a une explication, et c'est cet agronome franciscain. Alors, j'ai mis « La vie est belle » dessous parce que c'est un agronome, c'est son grand leitmotiv, c'est sa phrase chérie, « La vie est belle ». Dans toutes ses conférences, il dit sans cesse « La vie est belle ». Voilà. Et puis, vous verrez qu'il a un petit champignon dans les mains parce que c'est un spécialiste des champignons. Voilà. Et donc, il va nous emmener de nouveau dans le système racinaire et nous montrer comment les champignons, c'est vraiment les champignons qui permettent aux arbres de vivre. 9 plantes sur 10 ne peuvent se passer de champignons, puisque c'est eux qui vont leur apporter tout ce qui est eau, sels minéraux. Moi, j'avais appris aussi que, c'était à l'école, on nous disait qu'il y avait un arbre et qu'on pouvait regarder sous la terre, il y avait autant de racines. Alors, peut-être au niveau volume, oui, mais en tous les cas, au niveau dimension, c'est pas du tout réaliste, en fait. Un arbre, il va rarement avoir une racine qui va en dessous d'1 mètre. Il s'étale effectivement un peu en largeur, mais ce qui nourrit l'arbre, c'est beaucoup plus les champignons qui vont aller à des centaines de kilomètres chercher l'eau, chercher les nutriments dont la plante a besoin. Et en fait, les forêts peuvent vraiment aider, les champignons, je veux dire, ils peuvent vraiment aider les plantes à répondre à tout leur stress hydrique, les stress thermiques, lutter contre les polluants, les maladies. On dit que les mycorhizes, c'est l'internet des champignons, c'est l'internet c'est l'internet des plantes.
Mais c'est aussi, on pourrait dire, le médecin des plantes. Hein. C'est assez extraordinaire de voir comment les champignons peuvent vraiment répondre aux besoins des plantes. Et si une plante est malade, voilà, et il manque de phosphore, manque de magnésium, allez hop, les champignons vont vite aller chercher ce dont la plante a besoin. Ils peuvent même travailler en préventif. S'ils voient que une plante est agressée, eh bien, ils vont aller chercher tous les éléments qui peuvent soigner la plante et répondre aux autres plantes aussi pour éviter que l'attaque se généralise. Il existe plusieurs, alors en gros, trois champignons principaux. Il y a les champignons saprophytes qui, eux, ce sont les décomposeurs du bois. On voit assez souvent dans les forêts, voilà, avec des filaments blancs très visibles. Il y a les champignons que l'on dit mauvais parce que ce sont les champignons qui quelquefois s'attaquent à nos plantes. Hein. On connaît le mildiou par exemple pour ceux qui cultivent la vigne, pour ceux qui ont des tomates chez eux. Voilà. Mais il y a surtout des champignons qui, eux, sont très, très bénéfiques à nos plantes. Et ce sont tous les champignons mycorhiziens. Et dans ces champignons mycorhiziens, il y a les champignons ectomycorhiziens. Alors, ce sont les champignons que l'on connaît le plus parce que, en fait, ils ont un petit organe reproducteur. Et ce petit organe reproducteur, ce sont les fameux champignons que nous mangeons, que nous consommons. Voilà. Et ces champignons ectomycorhiziens, ils vivent à la surface de la racine. Alors que les champignons endomycorhiziens, ce sont des champignons, voilà, qui vont vivre vraiment, qui vont percer, qui vont vivre à l'intérieur des racines. Et ces champignons-là, en fait, on les trouve beaucoup plus dans les régions tropicales. Ce sont des champignons qui sont beaucoup plus habitués à vivre sous les grosses chaleurs, qui sont beaucoup plus solides, quand il y a des grosses chaleurs. Alors que nous, dans nos forêts, chez nous, dans le nord de l'Europe et dans tout le nord, dans les forêts tempérées, on voit beaucoup plus d'arbres qui vivent en symbiose avec les ectomycorhiziens. Alors, chez nous, donc, on a effectivement essentiellement des arbres qui vivent en symbiose avec les champignons ectomycorhiziens, mais il y a une famille d'arbres qui vit en symbiose avec les endomycorhiziens, c'est toute la famille des rosacées. Alors, dans la famille des rosacées, on trouve essentiellement les arbres fruitiers, mais il y a aussi tous les ronces, les sorbiers, les aubépines, les églantiers, les cotonéastères. Et c'est quoi tous ces petits arbres ? Eh bien, ce sont tous les arbustes de nos forêts. Donc c'est pour ça que quand on nettoie nos forêts, quand on enlève tous ces petits arbustes, en fait, on enlève toutes les plantes qui vivent avec les champignons qui supportent bien la chaleur. Et quand on les supprime, on supprime tous les champignons endomycorhiziens de nos forêts. Il ne reste plus que les arbres qui vivent avec les champignons ectomycorhiziens. Et ces champignons-là ne supportent pas la chaleur. Et quand il y a des grosses canicules, eh bien c'est pour ça que nos arbres meurent. Voilà, donc il faut arrêter de lutter contre la nature. Il faut apprendre à vivre avec, à laisser faire. Alors pas forcément à tout laisser faire, parce que nous, on a besoin de manger. Donc comment arriver à cultiver, à produire de la nourriture sans abîmer la nature, sans abîmer nos champignons qui nous font vivre. Eh bien, apprenons à passer du désert à la surabondance. Alors, une petite expérience qu'ont vécu ce photographe Sébastien Salgado, qui est brésilien, je ne sais pas si vous le connaissez. Il a vécu... Et ouais, il fait des photos extraordinaires. Voilà, il a vécu 25 ans un peu partout dans le monde. Voilà. Et puis, quand il a fini sa carrière, il est rentré chez lui au Brésil, dans le ranch familial. Et en fait, il a eu la mauvaise surprise de se rendre compte que tout le ranch était devenu un vrai désert.
plus d'arbres, plus d'eau. Voilà. Et avec sa femme, ils se sont dit, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ils se sont dit, on va replanter des arbres. Voilà. Et bon, heureusement pour eux, ils avaient les moyens financiers derrière, mais ils ont replanté plus de 700 hectares. Voilà. Et ils ont réussi à recréer un miracle de vie autour de leur ranch. Les sources sont revenues. Voilà. Et même la faune, ils pensaient qu'ils seraient obligés de faire revenir la faune sauvage, et en fait, elle est revenue d'elle-même. Voilà. Et donc, il dit que c'est possible de faire ça dans le monde entier. Alors, effectivement, peut-être que chez nous, il faudra un petit peu plus de temps. Là, c'est de l'ordre de 25 ans pour dégrader, 25 ans pour refaire un sol. Chez nous, je partirais plutôt sur 50 ans, et je peux partager une petite expérience personnelle en fait, qu'on a vécue en famille. Moi, j'ai grandi dans le sud-est de la France. Mon père avait acheté une propriété à Bolène, sur les collines de Bolène. Et quand j'étais petite, c'était Manon des Sources en fait. On avait un puits et mon père nous faisait la guerre dès qu'on dépensait un peu trop d'eau, dès qu'on gaspillait un tout petit peu trop d'eau, parce que l'eau était rare et il fallait la préserver. Voilà. Et puis, avant lui, il y avait eu un fermier qui avait eu des moutons, il y avait une entreprise de briqueterie qui exploitait l'argile au-dessus de la colline, et du coup, la colline avait été assez déboisée. Sauf que les moutons, il n'y en avait plus, puisque mon père a racheté la ferme, l'usine de briques a fermé, et en plus, ils ont interdit les constructions sur la colline. Donc petit à petit, les arbres ont repoussé. Et moi, non, je suis vraiment étonnée quand je retourne me promener là-bas, parce que j'ai l'impression d'être presque à l'étranger, tellement ça ressemble à une forêt vierge, et il y a des lianes sur les arbres. Voilà. Et puis, il se trouve que des fois, l'été, il pleut, et ma mère, elle me dit, mais je comprends pas. Et jusque-là, il pleuvait jamais avant le 15 août. Et l'hiver, le chemin, il se transforme en rivière. Et mes frères et sœurs, ils me disent, mais c'est pas possible, on n'avait jamais vu ça. Et cependant, ma sœur a eu le témoignage d'une vieille amie, d'une vieille dame qui est morte depuis déjà pas mal d'années, donc qui a vécu il y a peut-être sans doute son enfance, il y a une centaine d'années. Et elle dit, mais si, moi quand j'étais enfant, il y avait déjà ça. Donc effectivement, en 50 ans, en déboisant la colline, on avait créé un désert, et 50 ans plus tard, de nouveau la nature revit et les sources aussi arrivent. Voilà. J'ai envie de vous parler aussi de ce scientifique d'origine suisse. Pourquoi ? Parce que là, on a parlé de refaire vivre la nature, mais comment arriver aussi à se nourrir de la nature, dans la nature plutôt. Et lui, il est d'une famille de chocolatiers suisses. Et donc, il s'est dit, je vais aller au Brésil et je vais aller faire pousser des cacaoyers. Il était quand même bien volontaire parce qu'il a racheté des terres, mais alors des terres, on les appelait ça la fazenda des fugitifs de la terre sèche. Ceux qui avaient exploité ces terres avant lui avaient vendu tout ce qu'ils avaient pu comme arbre, et ils n'avaient laissé plus rien, c'était aussi pareil, un vrai désert. Et lui, voilà ce qu'il en a fait, la fazenda des yeux d'eau. Voilà, au bout de quelques années, les sources se sont remises à couler. Voilà, et aujourd'hui, il produit un des meilleurs cacao au monde. Et en fait, ça ne s'est pas fait forcément volontairement, c'était un peu le fruit du hasard. Il a connu un peu des malheurs dans sa vie familiale, il a divorcé, voilà. Et donc pendant toute une période, il n'a plus vraiment eu le temps de s'occuper de ses cacaos. Comme là-bas tout pousse très vite, quand il a fini par reprendre un peu l'exploitation, c'était la forêt vierge. Donc il y est allé avec la machette, et puis il a commencé à couper. Voilà, et en fait, au bout d'un moment, il s'est aperçu que tout ce qu'il avait laissé comme matière au sol, ça s'était décomposé, ça avait créé une matière organique, et son sol est hyper riche. Et en fait, c'est comme ça qu'il arrive à avoir des productions de ouf. Voilà, et du coup, il en a fait une méthode, il appelle ça la syntropie, qui est enseignée maintenant en permaculture. Et voilà, on commence un peu à découvrir cette syntropie et comment essayer de le développer chez nous en Europe. Voilà, et puis parce qu'au Brésil, c'est un peu, on pourrait dire c'est facile, ça pousse vite. Je vais vous donner quelques exemples, dont un exemple au Canada,
puisque eux, on ne peut pas dire qu'ils ont un climat forcément très favorable. Et lui, donc, il avait commencé par planter un verger. Et il avait fait ça avec les méthodes que l'on connaît, un verger pour les pommes, un verger pour les poires, voilà. Et puis, quand même, il avait envie de faire ça en bio, donc il avait commencé avec des traitements plus doux, mais le problème, c'est que de plus en plus, il avait de plus en plus de maladies, il ne savait pas comment gérer ça, donc les produits bio, ça a ses limites quand même. Et puis, il s'est un petit peu renseigné, il a découvert la permaculture, et il s'est dit, mais en fait, le problème, il faut que je diversifie mes haies. La monoculture, non, ce n'est pas la bonne solution, je vais diversifier mes haies. Et alors, comme ça complexifie la cueillette quand même, il a cherché des solutions et finalement ils se sont dit, ce sont mes clients qui vont cueillir eux-mêmes les fruits. Et il a eu la bonne idée de créer des haies par quinzaine en fait. Donc les clients savent que dans telle quinzaine du mois, ils peuvent aller cueillir leurs fruits et leurs légumes. Je pense qu'il a aussi des légumes dans telle et telle haie. Et puis après, il ferme les haies et puis les clients vont dans les haies d'à côté. Voilà. Et donc lui, il est un petit peu dur avec le bio parce qu'il dit le bio, si on continue à faire du bio comme on fait de la monoculture, ça va pas, le bio va pas aller loin. Et en fait, la permaculture, ça c'est vraiment la solution. La solution et qui va nous permettre de travailler sur des sols sains. Voilà, un autre Canadien dont je voulais vous parler, parce qu'avec sa femme, alors il s'est fait connaître aussi par ce livre-là, le jardinier maraîcher, et avec sa femme, ils ont quand même montré que sur une petite surface d'1 hectare, en utilisant les méthodes des jardiniers parisiens du 19e siècle qui nourrissaient Paris, il est allé puiser dans leurs méthodes et en fait il a prouvé qu'avec un petit hectare on pouvait cultiver autant que sur les 10 hectares qu'il nous faut aujourd'hui avec un tracteur. Il a créé plusieurs entreprises, plusieurs fermes, dont des fermes-écoles, et la dernière c'est une ferme-école qu'il a fondée en France, en Bretagne, en Normandie, en Basse-Normandie, pardon. Voilà. Et donc là aussi, ils arrivent à cultiver sur un petit hectare des 50 tonnes de légumes. Alors par contre, je ne sais pas s'il met les maraîchers français un petit peu en garde, parce qu'on ne peut pas avoir le système du Canada chez nous. Pourquoi ? Parce que chez nous, en Europe, on a la PAC. Et la PAC, c'est un piège parce qu'on donne des subventions en Europe à l'hectare. Donc, les gros céréaliers ou les maraîchers de l'Espagne qui ont des centaines et centaines d'hectares touchent beaucoup de subventions, mais un petit maraîcher qui a 1 hectare ne va pas prendre des jours et des jours pour remplir un énorme dossier qui, au final, va lui rapporter une toute petite subvention. Donc c'est très très difficile d'être maraîcher en Europe et c'est pour ça qu'on n'en a presque plus en France. Et voilà, des fois ça fait rêver un peu les jeunes là, de démarrer une production maraîchère. Il faut avoir les reins solides, il faut quand même savoir que c'est beaucoup de travail, voilà, et qu'il va falloir se battre, éventuellement mettre en place des systèmes de paniers, parce que faire concurrence aux légumes espagnols là, qui arrivent sur nos étals, voilà, alors qu'au Canada, eux, ils n'ont pas ce système de PAC, et donc les clients savent le prix du légume, ils savent, voilà, et c'est pour ça qu'au Canada ça marche très bien. Ça peut être plus difficile chez nous. Et puis un petit hommage à la ferme du Bec et Loing, parce que donc c'est Charles Hervé et puis Perrine. Je leur rends hommage parce que c'est vraiment ceux qui ont permis de faire connaître la permaculture en France et même plus largement. Avant eux, la permaculture, c'était un petit peu les babacools qui disaient oui, la permaculture, c'est pour les fainéants, il n'y a pas grand-chose à faire, on va laisser faire la nature. Sauf qu'au final, ils ne produisaient pas grand-chose et ce n'était pas pris au sérieux. Et là,
eux, là, les gruyères, ils ont vraiment pris ça à bras-le-corps et ils ont prouvé scientifiquement que sur un petit hectare, on pouvait largement dépasser les productions des maraîchers qui, eux, travaillaient mécaniquement et qui avaient besoin de beaucoup plus de surface. Voilà. Et pourquoi c'est intéressant ça? Parce qu'effectivement, si on travaille sur des plus petites surfaces, on aurait besoin de beaucoup moins travailler, d'avoir beaucoup moins de surface agricole et de laisser plus de place à nos forêts. Alors, je ne peux pas ne pas vous parler des jardins comestibles parce que c'est un peu mon dada, c'est les formations que je donne. Alors, pourquoi proposer aux gens de créer des jardins forêts? D'abord parce que justement, notre agriculture, elle va mettre du temps à se convertir. On l'a compris, on a un système en Europe qui est compliqué, qui est beaucoup. Il y a aussi les lobbies qui pèsent beaucoup dans le fait que voilà, ça va mettre du temps pour transformer notre agriculture. Et donc, si on veut que nos paysages se mettent un petit peu à ressembler au bocage, parce que finalement, le bocage, c'était la bonne solution. Les bocages entre les prairies, voilà, qui se réchauffaient vite avec le sol, et puis ces associations de forêts, de haies, voilà, il y avait des circulations d'air et d'eau qui permettaient aux pluies d'être beaucoup plus régulières, alors qu'aujourd'hui, on a la problématique, voilà, des étés où on attend pendant des mois la pluie, et puis tout d'un coup, elle tombe de façon trop drue. Et là, ça permettrait vraiment d'équilibrer le cycle des pluies si on était des milliers et des milliers de propriétaires à créer des mini-forêts dans nos jardins. Et pourquoi faire du comestible? En fait, pour créer un peu de résilience. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont souffert de la faim. Et à l'époque, il y avait beaucoup de paysans. Aujourd'hui, si un jour il y a la guerre, si un jour on a une guerre commerciale, si un jour on a une problématique en France, on n'a plus de maraîchers, on va vraiment souffrir de la faim. Donc, avoir des lieux comme ça de réserve alimentaire, ça peut vraiment être voilà, quelque chose à protéger. Alors, si on n'a pas de jardin, on peut aller dans les forêts, se promener dans les forêts, apprendre à connaître les plantes comestibles. Alors, par contre, il faut faire attention avec les plantes comestibles, parce que c'est aussi dangereux que les champignons. Il y a des plantes qui sont bonnes, et il y en a qui sont très dangereuses, qui peuvent nous empoisonner. Donc, voilà, apprenons d'abord, avant de les consommer, à les découvrir, à les connaître. Voilà. Et puis, on peut aussi, c'est le fameux Hervé Covez, là, dont je vous ai parlé, cet agronome franciscain, qui a remarqué que sous les très très vieux arbres, en fait, ces très vieux arbres qui ont 100 ans, 300 ans, peut-être 1000 ans, ils ont tellement vécu de choses. Ils ont vécu les froids les plus gros, les plus grosses chaleurs, qui ont connu toutes les maladies. Eh bien, en fait, au pied de ces arbres, c'est là qu'on trouve la terre la plus riche en microbes, riche en micro-organismes. Voilà. Et il se dit, mais finalement, c'est un cadeau qu'on peut faire, c'est aller récupérer un peu de terre, cette terre riche au pied des très vieux arbres. Et puis quand on connaît quelqu'un qui a un jardin, eh ben, on va lui offrir un petit peu de cette terre qui va ensemencer son jardin. Alors, surtout pas un jardin où on le laboure, parce que sinon, ça serait peine perdue, mais un jardin vivant. Voilà, un sol vivant où les champignons peuvent être heureux. Voilà, et puis pour conclure, donc, j'ai envie de dire, n'ayons pas peur, pas peur du réchauffement climatique. Les solutions, elles existent, et elles se mettront en place. Alors, espérons plutôt au degré que de force, mais elles se mettront en place parce qu'on se rend compte aujourd'hui que toute notre alimentation nous nourrit mal. Si on a autant de problèmes de maladies aujourd'hui, c'est que voilà, à force d'utiliser des produits qui ne sont pas naturels, nos sols ne sont pas assez vivants pour créer des plantes en bonne santé. Il faut changer notre alimentation. Voilà. Et puis, par contre, s'il y a une conversion à avoir, c'est d'arrêter d'être des surconsommateurs, puisque dans nos pays, nous sommes des surconsommateurs et des sous-producteurs. Voilà. Et en fait, on est en train de piller les pays pauvres à cause de cela. Donc, arrêtons de surconsommer, devenons des producteurs. Et voilà. Et c'est ce que
nous enseigne Bill Mollison, qui est le père fondateur de la permaculture. Le plus grand changement que nous pouvons faire, c'est de passer d'un monde des producteurs plutôt que des consommateurs.